Salut à tous, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le jeudi 20 janvier 2025, nouvelle vidéo sur les cryptos. Bon, on a un marché, les gars, qui est très calme. C'est pour ça, au final, que je vous fais aussi peu de vidéos, juste pour remettre à jour, là, au niveau des dernières graphes, des dernières datas qui sont sorties, pour savoir où est-ce qu'on en est dans la tendance de marché et surtout vers quoi on se dirige, là, pour la suite du bull run, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est assez compliqué depuis janvier. Même depuis décembre, en réalité, ça fait 3 mois là. Vous allez voir qu'on est rentré dans ce range conforme en daily. Ça ressemble un peu au range au final qu'on avait fait alors, il était beaucoup plus long, il avait duré 8 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a fait 3 mois. Là, on avait fait 8 mois. Donc, on rajoute 5 mois de plus, quoi. C'est abusé. Quasi triple. Quand on avait fait le top de avril 2024 jusqu'à novembre, on avait fait vraiment ce gros range de 8 mois pour ensuite casser vers le haut. Là, en fait, on est un peu dans la même structure. Au final, on a vraiment un bull run qui monte par marge d'escalier où on monte, on fait une marge d'escalier, on monte, marge d'escalier, on monte, marge d'escalier, etc., etc. Et vous allez voir que quand on dézoome en weekly, c'est vraiment flagrant de voir ça, quoi. Donc d'un côté, c'est une bonne chose, parce que ça permet vraiment sur Bitcoin de pouvoir consolider, repartir sur une bonne base et en fait faire une tendance qui est très propre sans avoir des énormes corrections. Par contre, c'est vrai que sur les altcoins, bah, c'est pas du tout la même, quoi. Et les altcoins, c'est beaucoup plus compliqué. On a eu un petit regain d'intérêt là au niveau de la fin d'année, mais à part ça, ça reste très compliqué, quoi. Et à chaque correction, ils prennent très cher. Donc pour l'instant, on a vraiment Bitcoin qui prend l'avance sur ce bull run. C'est tout à fait logique par rapport à la période de bull run aussi qu'on est, et ça, faut pas l'oublier. Parce que là, c'est vrai qu'on part dans une dynamique où on se dit que bah, y a que BTC qui compte, et au final, bah, les altcoins sont tous morts et ils vont rien faire. Mais oubliez pas aussi que c'est toujours la même chose. Alors, c'est vrai que là, cette fois-ci, c'est quand même plus prononcé, je trouve, que ce qu'on a eu en 2017 ou 2021, mais on a toujours les mêmes cycles où BTC performait énormément au début, et ensuite, bah, c'est les altcoins qui prenaient plus de valeur. Donc, je pense qu'on va avoir la même chose, même si ce sera différent des autres fois, parce qu'on n'aura pas la même liquidité, on n'aura pas la même amplitude qui varie sur les altcoins, du fait qu'il y ait moins de liquidité comparé au nombre de projets qui sont disponibles. Et vous allez voir quand même qu'on a quelques listings de crypto qui se sont faits récemment. Alors, il y en a eu quelques qui étaient complètement catastrophiques, mais il y en a certains qui peuvent être toujours intéressants. Donc, on va aller voir ça ensemble. On a aussi les tokens, rappelez-vous, comme le BGB. Le BGB, je vous avais parlé de différentes zones, parce que rappelez-vous, il était monté à 8 dollars. Là, il est redescendu, les gars, à 4,5 $. Donc, il est quasi à moins 50% de son ATH. Et le BGB, il est en train de revenir sur des zones de FIBO qui sont super intéressantes et qui peut être voilà, pertinentes, je trouve, pour la suite. Donc, voilà, on a tout ça à aller voir ensemble. On commence directement sur Twitter. On commence avec Libra qui a fait beaucoup de bruit. Je l'avais déjà passé dans la dernière vidéo, mais en gros, rappelez-vous, c'est le même coin là qui a été lancé par le gouvernement argentin. Alors au moment en fait où je vous passais cette vidéo, j'étais sûr de rien parce que ça venait en fait de sortir. Et en gros, je ne savais pas si c'était le président argentin qui avait lancé ça, qui était derrière, ou alors il s'était fait avoir par voilà, des gens qui lui avaient dit de push ça, alors que lui, il n'avait pas vraiment conscience de ce que c'était. Mais en gros, ce qui est fou, dans les recherches qu'on fait Bubble Maps, alors Bubble Maps, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est une sorte de plateforme où c'est pas vraiment une plateforme, mais c'est un truc d'analyse où ils peuvent analyser toutes les données on-chain. Et ça a grave pété récemment. Alors, c'était déjà pas mal à l'époque, mais là, ça a vraiment pété. Et oui, ils font des tweets. Et ça, ils ont annoncé leur token BMT, d'ailleurs, sur lequel j'ai pu rentrer en privé de sale. Je suis trop content parce que je suis rentré à un super bon prix en privé de sale, mais il y a genre 6, 7, 8 mois, quand c'était beaucoup moins hype. Et maintenant que le projet est ultra hype, au final, je vais avoir une bonne entrée, je pense. Donc, ça, c'est un token qu'il faudra vérifier. BMT, je pense qu'il peut être pas mal pété. Mais du coup, ce que je voulais dire, on fait des recherches comme ça, vous voyez, sur ce genre de token, par exemple, qui sortent et qui font beaucoup de bruit, ils vont nous sortir plein d'infos trop intéressantes. Où là, par exemple, vous voyez, les tweets, ils pètent 12 000 likes, 3 millions 6 d'impressions, c'est juste énorme dans les cryptos. Mais du coup, ce qu'ils disent dans le thread, je vous invite à aller le voir, c'est que Libra, c'est les mêmes personnes qui sont derrière le truc de Melania et de Trump. Et ça, c'est ouf. Ça veut dire qu'en fait, il y a des mecs qui snipe. Ça veut dire que quand en fait un token sort, si vous voulez, et ben, tu as des gens qui ont des infos à l'avance que le token va sortir et ils savent ce que c'est. Et du coup, ils vont acheter en fait des parts. Donc, ils vont acheter des tokens avant que le token sorte. Donc, ça s'appelle sniper le token. Je sais pas comment on dit exactement le terme, mais voilà, c'est ça. Et derrière, en fait, ils vont revendre voilà, au fur et à mesure que le token est launch, que le token est listé. Et du coup, c'est vraiment, ils utilisent la communauté, enfin les gens, voilà, au niveau du listing où ça pète, pour exit liquidity, donc pour sortir leurs fonds qu'ils ont achetés beaucoup plus tôt. Et du coup, tu as des lignes sur la blockchain qui sont complètement délirantes, où les mecs, ils rentrent avec peut-être, je sais pas, 1000, 2000 balles, et ils ressortent genre 300, 400 000, quoi, c'est n'importe quoi. Et ce qui est fou, c'est que tu as les mêmes adresses qui ont fait ça pour Libra et Malania. Et du coup, tu peux te dire, bon, bah, c'est des gens qui sont à la fois dans le lancement du token Melania et sur Libra. Mais en fait, c'est plutôt des gens qui font partie des échanges, comme par exemple, je crois que ça parlait de Jupiter, qui lance en fait le token derrière, et du coup, ils ont accès à l'information plus tôt. Et du coup, ce serait plutôt par rapport à ça. Donc, ouais, ça fait pas mal de bruit, c'est pas mal le bordel. Je pense qu'il va y avoir forcément des choses qui vont se mettre en place, parce qu'on peut pas laisser faire comme ça, surtout avec des gouvernements quoi, qui mettent ça en place, quoi. C'est hallucinant. Et déjà, je trouve que Trump et Melania, bon, c'était quand même
de deux belles merdes comme token, franchement. Et moi, je l'ai pas touché parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt et du coup, forcément, ça allait faire du pump and dump. Mais alors, Libra, c'est encore pire, quoi. C'est vraiment pire que ce qu'on a eu sur Trump et Mania. Enfin bref, on verra bien. Tiens, autre chose, je vous en ai parlé aussi dans la dernière vidéo. Alors, ça, c'est pareil, c'est très bancal. Pi, je vous avais parlé du Pi Network là, qui avait fait pareil énormément de bruit au niveau du listing, listing sur BitGet, ça a pété. Enfin, toutes les impressions qu'il y a pu avoir en termes de réseaux sociaux. Puis, ils ont fait de grosses audiences. Pourquoi? Parce que c'était un token que tu pouvais miner gratuitement. Et donc, forcément, ça attire énormément de gens. Et donc, ils ont beaucoup plus de stats sur les réseaux. Et du coup, leur Pi a été listé là sur BitGet. Il montait à 3,4 $. D'ailleurs, je sais pas combien il est là. Il a dû bien redescendre. Et ouais, ça, il est à 83 centimes, les gars. Mais c'était sûr. Il est monté à 3,5, voilà, 3,4 au plus bas. Là, il est à 80 centimes, mais je pense que plus on va avancer dans le temps, plus il va chuter fort en fait ce token, et plus il risque de se retrouver à 10 centimes, 1 centime, parce qu'en fait, tu auras beaucoup de pics qui vont être mis en circulation et donc qui vont être vendus. Et en fait, moi, ce que j'ai répondu à ça, c'est que déjà, oui, j'ai 94 000 pi de bloqués, et en fait, il y a tellement de gens qui veulent débloquer leur pi que ouais, l'application, vous pouvez même pas aller dessus, et en fait, elle est bloquée parce qu'il y a trop de trafic. Et deuxième truc, c'est que on peut pas migrer tous ces pi vers le mainnet. Et du coup, j'ai fait un tweet en disant, c'est bien beau d'avoir un pi à 3,4 $, mais sa majorité des holders sont bloqués par le KYC, la migration des pi, le wallet qui ne fonctionne pas, ou une app qui bug à cause du trafic, et ben au final, tu dois avoir que quelques pourcentages des pi qui peuvent être vendus, ce qui entraîne très peu de pression vendeuse, et c'est pour ça qu'au final, tu as un prix qui est quand même à 3,4 $. Donc j'ai dit que le prix là de 60 $, c'était juste impossible, et que moi je vais plus le prix à 1 $, voire 10 centimes, même voire plus bas. Et là, il est à 3,4 parce qu'en fait, ils ont fait en sorte que le processus pour retirer ces pi soit tellement complexe et tellement dur à faire parce qu'il faut faire le KYC et le KYC met 10 ans de le valider, puis ensuite il faut faire la migration. Parce que la migration, il faut attendre de 14 jours, et puis il y a ci, puis il y a ça. Et puis au final, bah, pour avoir ces pi de disponibles, c'est super dur. Et du coup, au final, tu te retrouves avec peut-être 1 ou 2% des personnes qui arrivent à débloquer leur pi, et du coup, tu as une pression vendeuse qui est beaucoup moins importante sur le token. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont réussi, je pense, à le monter à 3,4 $. Mais derrière, voilà, dès que les tokens vont être de plus en plus débloqués, bah, ça va de plus en plus chuter. Donc bon, comme j'ai dit en dessous, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Bon, après, c'était des gratuits, à part le KYC qui est au niveau des données, mais le reste était gratuit. Donc, au moins, d'un côté, ils n'ont pas pris de l'argent, comme plein d'autres projets, à vouloir lever des fonds pour ensuite rien faire derrière. Il y a un autre projet là qui vient juste de sortir à l'instant, je viens de le voir, c'est Mind IA. Donc c'est un agent IA au niveau du smart trading. Je vous en ai déjà parlé, je crois, rapidement. Bon, je ne sais pas ce que ça donne non plus. Ouais, le token s'appelle Emma, j'ai vu qu'il était sur Mex. Ouais, bon, là il est à 19 centimes. Alors il est très très peu, je crois, en termes de FDV, de peut-être à 15-20 millions de FDV, c'est pas énorme. Mais là, pareil, c'est-à-dire que projet comme ça, en temps normal, en bull run, les gars, ça pète. C'est-à-dire qu'un projet comme ça, il est listé en 2021 par exemple. Bah, je suis persuadé, tu fais x10, x15, x20 au listing, et après ça pète et tu peux faire des gros multiples. Mais là, actuellement, dans la dynamique de marché, c'est une catastrophe, quoi. Et là, j'ai eu d'autres projets récemment. J'ai eu CVPad qui est sorti il y a 2 jours. J'avais mis 17 000 dessus. Les gars, il est sorti. J'ai été divisé par moins 65% direct. C'est-à-dire que je suis rentré en private sale et je me suis pris moins 65%. Il y a eu Mantis aussi qui est sorti. J'ai pris pareil, moins 90, je crois, moins 95%, alors que j'étais en private. Et en fait, on se rend compte qu'actuellement, tous les projets qui sortent, ils ont tous surévalué leur AFDV. C'est-à-dire que l'AFDV, en fait, c'est la market cap des tokens total. Ça veut dire que ça comprend tous les tokens, même ceux qui ne sont pas encore sur le marché. Donc ça, c'est la FDV. C'est la full diluted valuation, donc c'est la capitalisation entière qui est diluée. Et en fait, la majorité des projets, bah, ils ont vraiment surévalué leur projet. Et du coup, par exemple, ils estimaient qu'ils devaient faire une levée de fonds de, je sais pas, 100 millions de dollars. Pas de 100 millions de dollars, mais 100 millions de FDV. Et en se disant que voilà, leur projet vaut 100 millions de FDV. Alors qu'en réalité, bah, le marché, ils veulent le pricer à, je sais pas, 10 millions, 10 fois moins. Du coup, c'est pour ça qu'à chaque launch de token, bah, en fait, ils sont éclatés. Et vu qu'en plus de ça, bah, le marché, il est vraiment pas ouf, et ben, tu te retrouves avec des projets qui tu aucun projet quoi qui arrive à launch leur token et que ce soit correct et que ça tienne la route derrière. Il y a que vraiment les gros qui apportent une vraie plus-value sur le marché, une vraie technologie, qui puisse faire ça. Et je pense que l'un des prochains qui va réussir à le faire, c'est, Zero G Labs. Zero G Labs, c'est un peu le dernier espoir que j'ai pour avoir enfin un launch de token correct, qui puisse se faire. Alors moi, j'ai une entrée en privé sur ce projet-là, mais j'ai 1 an, les gars, de lock sur ce token. Ça veut dire que pendant 1 an, je pourrais pas débloquer mon token. Donc ça veut dire que là, par exemple, s'il est débloqué, enfin s'il est launch, s'il est listé en février, il va falloir que j'attende février 2026 pour qu'il soit débloqué.
Mais ça, c'est un token et c'est un projet que je vais garder pour 2029, quoi, pour le prochain bull run, pas pour tout de suite. Mais bon, ça, c'est un des seuls projets, je pense, qui peut tenir la route, Zero G Labs, parce qu'il apporte une vraie plus-value là, dans l'écosystème de l'IA et surtout au niveau de la décentralisation. Au niveau de l'IA décentralisée, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais c'est vrai que pour l'instant, à part lui, bah, j'ai pas trop de bons projets quoi, en vue et c'est dommage parce que normalement, en bull run, bah, c'est tout l'inverse. Quoi. À peu près tous les projets qui pètent et du coup, il suffit que tu sois sur un bon projet qui révolutionne un peu plus l'écosystème que d'autres, bah, il va exploser de fou. Et là, en fait, aujourd'hui, on se trouve avec, voilà, il faut trouver le meilleur des projets pour qu'il fasse une performance qui est même pas exceptionnelle, qui est juste correcte. Et tout le reste, par contre, bah, ça se fait éclater. Du coup, ça fait un peu peur. Je me dis que d'un côté, c'était peut-être le bull run de trop par rapport à tous ces nouveaux projets sur les cryptos et qu'en fait, il y en a eu trop et qu'il faudrait trouver un juste milieu entre, par exemple, 2021 où il n'y en avait pas non plus énormément et 2025 où il y en a beaucoup trop. Et du coup, ça se trouve, le prochain bull run, bah, on aura un entre-deux avec ça, entre la liquidité des investisseurs et le nombre de projets. Et donc, ce sera plus intéressant de réinvestir sur les projets comme ça. Parce que, comme d'hab, hein, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en 2021, en fait, tu n'avais pas énormément de projets qui se lançaient. Du coup, les projets qui se lançaient, bah, ils faisaient énormément d'argent facilement sans révolutionner le truc. Même si ça restait quand même plus compliqué que 2017, c'était quand même largement faisable. Et du coup, en 2025, pour ce bull run qui arrive, et ben, tout le monde s'est dit ah, mais c'est une dinguerie, en 2021, ils ont tous fait énormément d'argent en lançant des projets qui n'étaient pas non plus exceptionnels. Du coup, moi aussi, je peux le faire. Et du coup, tu as beaucoup trop de projets qui sont lancés. Et donc, là, il y a beaucoup de gens qui sont en train, qui ont travaillé sur les projets pendant des années et qui ne vont pas du tout marcher. Et du coup, bah, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se démotiver et ne pas lancer de nouveaux projets pour le prochain bull run 2025. Et du coup, on va se retrouver en 2025 sûrement avec moins de projets par rapport à la liquidité qui sera disponible. Et du coup, ça risque de voilà, s'aligner quoi, et être bon pour avoir un marché des altcoins qui n'est pas dans la galère comme ça. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. Allez, on passe sur les graphes et data. J'ai pas mal de choses super intéressantes à vous montrer. On a fait des recherches sur de nouveau les datas sur Ethereum et surtout sur BTC. Et là, sur Ethereum, on a quelques graphes qui sont intéressants et qui nous montrent que Ethereum n'est pas forcément mort, hein, comme la plupart du crypto Twitter le dit, ou comme on le dit sur les réseaux, genre en mode c'est sa fin sur Ether. On a eu, je vous avais parlé dans la dernière vidéo aussi, on avait fait une analyse sur la manipulation un peu de marché qu'on avait eu sur Ether qui était quand même assez violente et qui a été poussée un peu par les échanges, par pas mal de personnes au niveau de la baisse. Ça a dû y jouer, mais ça ne veut pas pour autant dire que Ethereum est complètement mort. Et on a quelques graphes là que je trouve intéressants par rapport à ça. Ouais, déjà, premier graphe qui nous montre l'évolution des ETF. Donc on voit que quand les ETF ont été lancés, ben, on avait zéro intérêt. Quoi. Ça a énormément monté durant tout le truc qu'on a eu au mois de décembre là, au niveau de Trump, où il y avait pas mal d'euphorie, le marché montait, du coup on a eu beaucoup d'accumulation au niveau des ETF à ce moment-là. Et oui, c'est pas mal redescendu. Et en fait, depuis la forte correction là, qu'on a eu au niveau de février, et on a quand même un regain d'intérêt au niveau de l'accumulation des ETF. Alors attention, là je parle uniquement d'Ethereum, hein, pas de BTC, mais uniquement d'Ethereum. Et donc le fait d'avoir un ETH qui plonge comme ça au plus bas, alors que le marché est pas ouf du tout, et qu'on ait un peu plus d'ETF qui soient accumulés par rapport à ce qu'on a eu avant là durant janvier, c'est plutôt une bonne chose en tout cas pour Ethereum, c'est-à-dire que les institutionnels sont pas complètement en mode panique et vente sur Ethereum, ils sont plutôt en mode vas-y on attend de voir ce qui se passe, on accumule un petit peu. Ensuite, autre graphe qui est intéressant, c'est le nombre d'Ethereum qui est détenu par les exchanges. Alors ça en fait c'est par rapport donc aux gens, aux investisseurs, s'ils laissent leur Ethereum sur les exchanges ou pas. Et plus en général, donc on va se dire que plus on a d'Ethereum sur les exchanges, mieux c'est. Mais non, en fait, c'est plutôt l'inverse. Plus on a d'Ethereum qui sortent des exchanges, mieux c'est, parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils sont la plupart du temps holdés et qu'ils sont envoyés sur les wallets pour être sécurisés, pour être holdés. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2022, bah, en fait, on a une baisse assez impressionnante par rapport à ça et de plus en plus d'Ethereum qui sont envoyés sur les wallets pour être holdés. Donc ça, c'est quand même à prendre à légère, parce qu'en fait, à prendre avec des pincettes ce genre de graphe, parce que on peut avoir d'autres raisons qui expliquent ça sans qu'on les connaisse vraiment, même sans que le marché en ait conscience. Mais c'est vrai que la raison principale de cette baisse, c'est par rapport au fait que bah, les gens sortent leur Ethereum des exchanges pour les holder. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. L'autre donnée qui est pas mal, là, c'est au niveau du stacking. On voit que le stacking continue de progresser au fur et à mesure, même si là, oui, il est un peu sur une descente depuis quelques mois. On reste quand même sur une dynamique qui reste ascendante. Quoi. On continue de monter. Donc plus on a d'Ethereum qui sont déposés en stacking, plus le réseau est sécurisé, donc mieux c'est. On a aussi donc la Total Value Lock, la TVL, qui est aussi en constante augmentation, vous voyez, qui continue à monter et qui est pas loin de ses anciens plus hauts qu'on a eu ici en 2021-2022. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. Et le dernier graphe qu'on a ici, c'est au niveau des transactions. Ouais, le nombre de transactions qui lui aussi augmente, mais qui va vraiment en fonction du marché. Ouais, suivant le prix d'Ethereum, on a plus ou moins de frais de transaction, enfin de transactions qui sont faites. Ça, c'est assez normal. Mais du coup, voilà, si on regroupe toutes ces données, tous ces graphes,
On peut voir que bon, Ethereum en ce moment c'est très compliqué parce que voilà, il a une machine derrière lui qui est très grosse, très lente et qui est pas adaptée au marché en fait et qu'ils n'arrivent pas à se mettre autant à jour aussi rapidement que ce qu'on peut avoir par exemple sur Solana. Ils n'arrivent pas à apporter ce que veut la communauté et du coup, voilà, ils sont vus un peu comme les boomers et c'est un peu compliqué de faire face aux nouvelles blockchains, aux nouvelles technologies qui arrivent. Mais derrière, on voit que au niveau des datas, Ethereum n'est pas mort non plus, quoi. Et on a quand même une envie de la part des nationaux et même des investisseurs de garder leur Ethereum ou même parfois d'en accumuler, mais pas forcément de partir dans la direction où Ethereum est mort et de tout vendre. Enfin, c'est un peu ce qu'on voit en tout cas au niveau des data. Ensuite, une data que je vous ai jamais parlé et qu'on voit très très peu, je trouve sur les réseaux, mais qui est hyper intéressante, c'est au niveau du gap. Alors souvent on parle du gap CME, mais là on va parler du gap entre le spot et les dérivés. Donc ça veut dire que vous prenez le prix que vous avez en spot, donc quand vous achetez du Bitcoin sans effet de levier, sans rien, et le prix du Bitcoin que vous achetez avec des effets de levier, donc les dérivés. Et en gros, chaque bourse a son prix de la crypto et c'est pas un prix universel comme ça. Et en fait, il y a de l'arbitrage, donc il y a de l'achat et de la revente entre les différents prix qui sont faits pour équilibrer ce prix-là. Mais du coup, c'est tout automatisé et aujourd'hui, c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on avait à l'époque. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'actuellement, on a un gap qui est quand même assez élevé. Alors, c'est 55 dollars. 55 dollars, ça paraît très peu sur 100 000 dollars de BTC que vaut BTC. Mais 55 dollars, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, on le voit au niveau du graphe. Vous voyez que quand en fait, on est dans le vert, on est du coup sur un écart entre le spot et le dérivé qui est positif. Donc, vous voyez, là, par exemple, en 2021, sur les plus hauts tops, on est monté jusqu'à 120 dollars d'écart entre le spot et le dérivé. Et au plus bas, ouais, durant le bear market, on est descendu jusqu'à moins 20 dollars entre le spot et le dérivé. Ce qui est intéressant avec ces gaps-là, c'est que souvent, en fait, on a des pics très forts. Mais ça, c'est quand on a des pics de volatilité. C'est-à-dire que quand on a BTC qui monte très très fort et qu'on a beaucoup de volatilité, bah souvent, en fait, l'écart entre les deux, entre le spot et le dérivé, est aussi fort. C'est pour ça qu'on fait des pics très hauts et qu'on redescend très fort. Mais c'est assez rare qu'on puisse rester, en fait, si vous voulez, à ce niveau-là. Souvent, bah, on monte très fort, on redescend. Par ici, vous voyez, on monte très fort, on redescend, mais souvent, voilà, on reste à ce niveau parce que c'était assez faible. On n'est jamais vraiment pile vers les zéros, mais vous voyez, quand on va très haut, au-delà, par exemple, des 60 ou des moins 40, et ben en fait, on fait souvent des pics et puis on redescend. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, récemment, bah, du coup, on est dans le négatif, c'est-à-dire qu'on est à moins 20, moins 40 dollars donc, de différence entre le spot et le dérivé. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, pour l'instant, vous voyez, ce gap reste assez important et il reste d'actualité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas juste un pic et on redescend. Vous voyez, on fait plusieurs pics à chaque fois au même niveau. Et en fait, on reste dans cette zone de moins 60 dollars qu'on n'est pas venu chercher depuis toujours. C'est la première fois qu'on a un écart aussi gros entre le spot et le dérivé. Et ça, c'est sur Binance. Et en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la fois une mauvaise chose, mais à la fois, ça peut être aussi un bottom. En gros, ce qui crée cette différence entre les deux prix, c'est donc sur les funding rates, on en a déjà parlé, mais les funding rates qui sont le pourcentage de gens qui long ou qui short. Et en fait, les funding rates, c'est un pourcentage qui donne le prix à payer en termes de frais sur les marchés dérivés. Et vous avez aussi voilà, tout ce qui est liquidation entre les shorts et les longs et qui peuvent créer du coup des short squeeze ou des long squeeze. Et du coup, ça aussi, voilà, ça impacte le prix. Donc, ça les funding, les liquidations. Et en fait, un gap, qu'est-ce que ça indique? Ça indique un sentiment bearish sur le marché dérivé. Donc, les traders poussent le prix vers le bas à mesure que les shorts sont ouverts. En fait, ça peut être plusieurs choses. Donc, comme là actuellement, vous voyez, incertitude macro, baisse du chômage, aux inflations, etc. Incertitude de la politique de Trump, etc. Donc, on a souvent pas mal de choses qui sont liées à ça, qui font que ça crée de l'incertitude. Bon, ce sont des choses macro qui créent de l'incertitude sur le marché, qui fait que le marché chute, qui fait que on a ça qui est poussé par liquidation et les funding à la baisse, qui crée plus de gap et donc qui se crée cet écart entre le spot et le dérivé. Et derrière, ce qui est intéressant avec le gap, c'est que souvent, en fait, le gap peut être indiqué un bottom pour un point d'entrée long terme. Et en fait, souvent, c'est un point qui est intéressant pour rentrer sur le marché parce qu'on a souvent un déséquilibre en fait, au niveau de la baisse par rapport à ces données-là. Et c'est vrai que là, si on regarde les funding rates depuis peut-être un mois, 2 mois, moi, je vous dis à chaque fois qu'on va les voir qu'ils sont vraiment relativement bas. Et ça, du coup, ça y joue sur ce gap-là. Et c'est vrai que regardez, il suffit de regarder, ouais, quand par exemple là, on avait du rouge, regardez, on était vraiment avant une grosse hausse, ouais, on était plutôt sur un bottom. Là, pareil, ouais, le rouge ici, c'était plutôt un bottom. Pareil ici, ouais, plutôt bottom. Et puis après, chaque fois qu'on avait du rouge, ouais, on était souvent sur les points bas, même si là, bon, on partait en bear market. Et là, ouais, tout le long, regardez, rouge, 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 rouge. De nouveau, quand on revient ici au rouge, ouais, ici en rouge, pareil, ici, les points bas. Pareil, ouais, ici. Pareil, ouais, ici, avant la hausse. Et là, du coup, de nouveau, on est dans ce niveau de rouge là, qui ne veut pas dire directement que voilà, on a un bottom, mais c'est plutôt un bon signe en tout cas pour, même si ça reste, comment dire, pas précis à 100%. C'est-à-dire que là, on peut descendre bien un peu plus bas, que l'écart continue à s'agrandir et qu'ensuite, voilà, par exemple, ce soit le bottom. Mais c'est vrai qu'en général, en fait, vous allez voir que quand on a un top de marché, ouais, comme on a eu ici en 2021, et ben en fait, souvent, on a un pic comme ça de vert
avant de partir en bear market, parce qu'il faut un écart, enfin c'est souvent ce qui se passe, il y a un écart au niveau de la hausse, au niveau de l'euphorie, etc. Et ensuite à part en bear market avec cette fois-ci l'écart à la baisse. Donc c'est intéressant comme data, on les voit pas souvent ces datas-là, et je trouvais ça intéressant de vous la passer. Ensuite, un autre tweet par rapport à est-ce qu'on a enfin touché le bottom. Alors, ce tweet, il a fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas. Alors c'était pas lui, c'était un autre. Mais il y a eu plusieurs tweets là qu'on vous a mis. Alors c'est pas moi tout ce qui... Je les ai pas tous écrits en fait, il y a une équipe derrière qui m'aide à regrouper les données, à trouver en fait la bonne rédaction à faire par rapport au tweet et surtout à aller comprendre en fait les datas et à sortir les bonnes datas. Et ça, c'est un vrai travail que moi j'ai fait et que je sais faire, mais pas aussi poussé que ce que là mes rédacteurs aident à faire. Et là, on a une série de graphes au niveau de Glassnode qui sont intéressants. Là, le MVRV Z-Score, qu'on a beaucoup déjà parlé sur cette chaîne, qui lui est super intéressant parce que ouais, à chaque fois que en fait, on va chercher les tops, on va faire un excès au niveau de la hausse, au niveau de cet indicateur et qu'on arrive dans la zone rouge, on est souvent sur un top de marché. Ouais, à chaque fois, ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'actuellement, bah ouais, on n'a pas encore commencé cet excès au niveau de la hausse et on reste sur un niveau qui est relativement moyen entre la bande verte et la bande rouge. Attention, là, les graphes que je vous montre, c'est sur BTC, hein, c'est uniquement sur BTC, ça correspond pas aux altcoins. Donc ça, c'est pour BTC. Là, un autre, le New Pearl, lui aussi, on avait pas mal vu en 2021, au niveau du BTC là aussi, qui nous montre les phases d'euphorie et de peur. Donc c'est à peu près comme le Crypto Fund Grid que je vous avais montré aussi l'autre jour, où en gros, bah, plus on va dans les zones rouges, plus on est en général sur une zone de bottom. On le voit très bien, vous voyez à chaque fois, zone rouge, bottom, pareil ici. Et inversement, quand on est dans les zones bleues, donc voilà, on avait ici, et là, on n'a pas atteint la zone bleue, si un tout petit peu, vous voyez, on a eu un tout petit pic au niveau de la zone bleue, on est dans les zones qui sont très fortes en euphorie, et donc souvent on est sur un top de marché. Actuellement, on est dans le vert, donc on a encore un peu de marge avant d'aller dans le bleu, mais c'est vrai que par rapport à cet indicateur, on reste quand même depuis qu'on est ici depuis 2023 dans une euphorie qui est quand même assez importante vu que c'est la couleur verte qui est juste avant l'euphorie extrême du bleu. Je passe directement sur les datas au niveau de BTC. Regardez la map. Alors, je l'ai mis en un mois. Je trouve que c'est plus intéressant. Vous pouvez la mettre en un mois ici dans les liquidations Heatmap au niveau de CoinGlass. Et on revoit là, les gars, toutes les liquidations qu'il y a au-dessus et en dessous de nous. C'est assez impressionnant. Et ça, on a quelques liquidations à aller chercher ici jusqu'aux 91 000, 92 000 $. Donc, ça correspond au bas du range. Mais surtout, regardez au niveau de la hausse, quoi. C'est impressionnant. On a tellement de liquidations à aller chercher. Vous voyez, juste en dessous des 100 000 déjà. Vous voyez, ici, on a 154 millions, 100 millions, 154 millions. Là, on a des centaines de millions, voire plusieurs milliards à aller chercher en liquidation en termes de short au niveau des 100 000 $. Et ensuite, ça continue jusqu'aux 105 000 où c'est assez calme. Et surtout, vers le niveau là, du haut du range, vers les 107 000, là, c'est blindé. Et ça, c'est une très bonne chose d'avoir beaucoup de liquidations de short qui se positionnent ici. Parce que quand on va remonter en haut du range, on aura plus de facilité à aller chercher un short squeeze au niveau de cette hausse et du coup de break la résistance, l'ATH et repartir en tendance haussière. Mais c'est vrai que là, à court terme, on peut très bien aller chercher cette target des 100 000 là au niveau de toute liquidation des shorts qu'il y a. C'est tout à fait faisable. Ce qui est intéressant aussi, c'est les niveaux de ordre de vente et d'achat. Au niveau des ordres d'achat, on a toujours qui sont positionnés en bas du range, vous voyez, entre les 80 000, 90 000 et 92 000 $ ici, mais qui sont quand même pas hyper importants comparé à ceux qu'on a en termes d'ordre de vente. Alors, ça a diminué parce que vous voyez, il y a quelques temps, on avait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et du coup, aujourd'hui, il y en a eu quelques-uns qui se sont enlevés par rapport à il y a une semaine. Et on voit que voilà, on a un premier ordre de vente ici au niveau des 100 000 $, et ensuite ça va à 105 000, puis à 110 000. Mais ce qui est intéressant, c'est que rappelez-vous, les zones de liquidation, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de liquidation de short à aller chercher ici, et beaucoup de liquidation de short à aller chercher ici. C'est vrai que cette zone est un peu creuse par contre. Mais du coup, en fait, là, ce qu'on peut faire à court terme, c'est venir chercher ces liquidations de longue, vu qu'on n'a pas beaucoup d'ordres de vente qui nous gênent jusqu'aux 100 000. C'est clairement possible là que durant les prochains jours, on monte en 100 000 pour aller liquider ces shorts qui sont trop présents, et ensuite voir comment on réagit au niveau de l'ordre de vente des 100 000. Est-ce qu'on l'absorbe et du coup, boum, on peut aller chercher liquidation plus haut du range, ou alors est-ce qu'on s'est rejeté, on revient en bas du range pour monter plus tard. Voilà, c'est un peu les deux scénarios, je pense, à avoir en tête. En tout cas, à court terme, c'est vrai qu'aller aux 100 000 $, c'est, je pense, qui est le plus à privilégier par rapport aux liquidations de short qu'on a et au peu d'ordres de vente qu'on a devant nous qui pourraient nous freiner. Justement, si on passe sur BTC en daily, alors il y avait une petite FVG, les gars, à aller chercher. Alors c'est ma copine qui l'a mis, Cryptovic, si vous voulez voir sur Twitter et sur YouTube, elle en a parlé. En gros, il y avait une FVG ici, alors pas le deuxième carré, mais celui-là, au niveau des 93 000 et quelques dollars. Et j'ai pas pris le trade, mais ma copine l'a pris, du coup, elle a bien fait. Et en gros, voilà, il y avait une FVG à ce niveau-là, fallait rentrer du coup à ce niveau-là et jouer ce mouvement-là. Et elle vise les 102 000 $, je crois. Moi, personnellement, j'irais plutôt prendre un TP à les 100 000, vu au nombre de liquidations qu'il y a à ce niveau-là. Mais c'est vrai que là, ça peut faire voilà, une belle amplitude à aller chercher. Donc c'est cool. Après, personnellement, voilà, comme je dis, j'ai pas envie de me repositionner par rapport à cette phase de range. Le fait qu'on soit en middle range, donc quand vous avez un range comme ça et que vous êtes un peu au milieu
et vous savez pas si vous revenez en bas ou alors vous revenez en haut, c'est très compliqué de trader parce que même s'il y a quelques indications, quelques FG, etc., c'est très piégeur. C'est-à-dire qu'un middle range comme ça, c'est tout le temps plein de pièges. Vous voyez là, on regarde, on remonte, boum, ça corrige, on remonte, ça corrige. En fait, il y a plein de mèches, il y a plein de bull trap, de bear trap, il y en a dans tous les sens. Et du coup, trader en fait durant ce genre de phase, c'est très compliqué. Et je le sais parce que moi, j'ai perdu des plumes là récemment en voulant faire ça. En vrai, à la rigueur, le mieux à faire dans ce genre de range, c'est juste attendre le bas du range ici, se positionner, jouer le haut, rejouer le bas, rejouer le haut, rejouer le bas, etc. Et du coup, c'est pour ça que tant qu'on ne revient pas sur ce niveau-là des 92 000 en bas du range, je ne prendrai pas de position pour jouer le middle qu'on a ici. Du coup, là, je suis plus dans l'attente de on revient en bas et je me positionne ici pour jouer ça, ou alors on revient en haut et j'attends que ça break ici pour rentrer ici. Mais là, dans ce cas-là, il faudra vraiment break ce niveau-là des 107 000, 108 000 dollars au niveau de la clôture daily et surtout aller chercher le gros short squeeze pour monter très fort et ensuite s'installer et décoller plus haut. Et là, par contre, quand on va repasser au-dessus de ce niveau, on va relancer la tendance haussière, et ben, je serai bien présent sur le marché à court terme. Je ferai plus de vidéos, plus de contenu, etc. Parce qu'il y aura des choses à dire et il y aura, je pense, des opportunités à prendre. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est vrai que là, quand on dézoome, regardez en weekly, ça fait quand même quelques semaines qu'on range. Si on prend un peu les dates, vous voyez, on est arrivé ici dans le range, on est ici, donc 98 jours. Ça fait plus de 3 mois, les gars, qu'on est dans ce range-là. Alors, je pense pas qu'on est dans un range comme ça qui va durer 8 mois. Je pense qu'on est plutôt dans un range intermédiaire, comme vous l'avez vu là. Oui, on avait fait 10 semaines, là, on est sur 14 semaines. Donc, on est sûrement sur un range d'une vingtaine de semaines à peu près. Et on voit que le marché, vraiment, il monte. Alors, on peut prendre notre graphe, mais oui, il monte vraiment, regardez, en escalier. On a le bottom ici, on monte, petit escalier, on monte, petit escalier, hop, on monte, petit escalier, on monte, escalier, etc. etc. Et en fait, c'est plutôt sain au final, parce que ouais, on a vraiment le temps de monter, consolider, monter, consolider, monter, consolider, etc. Donc c'est vraiment sain, malgré que ça c'est sur Bitcoin, et sur les altcoins, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que sur les altcoins, on n'a pas du tout ça pour l'instant. On est sur des corrections, alors on a à peu près le même dynamisme de marge d'escalier, mais on n'est pas sur des zones d'accumulation quand on fait la marge d'escalier, mais on est sur des zones de liquidation, de correction plus fortes. C'est-à-dire que Bitcoin, on est vraiment, vous voyez, on monte, hop, petite zone comme ça, hop, on remonte, petite zone comme ça, pareil, on remonte, et en fait, on a plutôt des phases d'accumulation avec des petites corrections, mais qui sont très légères. Alors que les altcoins, vous voyez, c'est voilà, c'est plat, on monte. Et là, au lieu de faire une marge d'escalier un peu comme Bitcoin comme ça, et remonter et refaire une marge d'escalier, bah, on est sur une boum, grosse correction. On monte, boum, grosse correction. On monte, boum, grosse correction, etc. etc. Donc c'est plus dur. Et c'est vrai que les altcoins sont aussi beaucoup moins avancés en termes de liquidité que ce qu'on a sur Bitcoin, quoi. Bitcoin, lui, est déjà beaucoup plus haut. Il est, par exemple, à 3 milliards comparé à ce qu'on a, 3000 milliards comparé à ce qu'on a sur les altcoins, quoi. Mais ça, c'est normal aussi, c'est parce que la liquidité sur Bitcoin, voilà, comme d'habitude, n'a pas encore versé sur les altcoins. Et du coup, ça va arriver par rapport à Bitcoin dominance, qui est encore très très haute, ouais, 61%. Et quand elle va se retourner et qu'elle va reproduire ce qu'on a eu ici en 2021 et 2017, et ben, on va avoir beaucoup de liquidités qui vont se verser et on va avoir de très belles pertes sur les altcoins. Et ça risque de durer plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps que la Bitcoin dominance revienne vers les 45 jusqu'à aller au plus bas, 39-35% pour les plus optimistes. Donc ouais, pour ça, dernière chose que je vais vous montrer qui est super intéressant à court terme en daily, c'est le ruban de mode mobile. Rappelez-vous de la contraction là que je vous parlais déjà dans la dernière vidéo qu'on avait ici, où on voit que le ruban se contracte progressivement et on a le cours qui vient s'appuyer dessus juste au-dessus. Et donc là, on arrive vraiment sur ce niveau voilà, critique là, de contraction au niveau du cours où on a vraiment le ruban qui est très 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 contracté. Et donc, comme je l'avais déjà expliqué, c'est un peu le meilleur moment pour casser ça, hein. Vous voyez, souvent dans le passé, en fait, quand on vient contracter une mesure du ruban, c'est souvent à ce moment-là où le marché va break au niveau de la hausse ou au niveau de la baisse, hein, suivant dans quelle direction il est. Mais c'est vrai que là, ce niveau est super intéressant parce qu'en fait, les 98 000, c'est du coup le niveau du ruban. Et comme je l'ai montré juste avant, on a toutes les zones de liquidation qui sont jusqu'à 100 000 ici. Et donc, le marché pourrait pousser aux zones de liquidation à 100 000 et du coup casser ce ruban au passage et hop, faire soit un pullback dessus pour ensuite céder de ça et remonter en haut du range. Donc, on va surveiller, mais je pense que on pourrait avoir un truc comme ça. Donc, ouais, pour ça, tiens, les altcoins, on en a quelques-uns. Alors, rappelez-vous, on avait vu ensemble le premier éventuellement bottom qu'on pouvait poser sur les altcoins, enfin, après toute la baisse qu'on a eue là. Ouais, on a quelques rebonds sur des vieux supports là qui se réveillent un peu. Vous voyez, là, c'est le cas de Cookie. On avait aussi Unkslink, vous voyez, qui a fait un premier bottom. Là, il vient poser éventuellement un deuxième bottom, donc à voir. Par contre, dans les tokens, vous voyez, comme Supra qui continue de chuter, et c'est pas tous qui ont posé un bottom, mais là, c'est intéressant aussi de voir ça parce que quand vous avez des tokens qui commencent à revoir un peu de force acheteuse et qui sont les premiers à avoir ça et à tenir en fait des niveaux de support un peu plus long terme, ça veut dire qu'ils sont plus soutenus par le marché et qu'en général, quand le marché repart, c'est ceux qui vont prendre le plus de valeur parce que c'est ceux qui sont le plus soutenus par la force acheteuse au niveau du marché. Alors que les tokens comme Supra, là, vous voyez, il s'est fait continue à se faire déglinguer et là, c'est un peu cette dernière zone de support historique, quoi. Donc, il faut vraiment qu'ils puissent
poser son bottom ici, sinon après, voilà, il y a plus trop de support à maintenir. Et le truc là, le problème aussi qu'on a, c'est que la plupart des tokens qui ont été lancés il y a quelques mois, eh ben, en fait, tous les gens qui sont rentrés en tour privé, en private sale, eh ben, en fait, ils ont leurs tokens qui sont débloqués progressivement, et du coup, on a cette pression vendeuse supplémentaire qui s'apporte au marché, alors que enfin, qui s'apporte au token, alors que le marché n'est pas très bullish. Tiens, il y avait le BGB aussi que je vais vous montrer, que je viens de parler en intro. On avait vu ça ensemble, alors il y a quelques temps quand on était vers le top ici. Pour parler de la correction, on avait du coup ces fibos tracés, où en général, on avait vu ensemble que BGB, quand on prend les anciennes corrections qu'on a eues, et ben souvent il revient sur les zones de fibo entre les 0,786 au plus bas et au plus haut vers les 0,618. Et du coup, par rapport à ces fibos, on avait 3 zones à aller chercher. Et là, ouais, pour l'instant, on est venu chercher du coup la première ici au niveau des 4,3 $. On pourrait revenir encore plus bas à 3,1 $ et la dernière à 2,6 $, où à chaque fois, oui, on a des petites zones de support qui peuvent nous apporter voilà, le bottom du BGB. Et là, pour l'instant, oui, on est vraiment sur la première zone de support. Et donc, moi, c'est les zones que je regardais pour pouvoir re-rentrer sur BGB et en accumuler avec la correction. Donc, vous voyez, vous remettre une première recharge ici, une deuxième ici et une troisième ici pour ensuite voilà, relancer le mouvement. Mais voilà, comme d'hab, il faut des liquidités. Et en fait, après, c'est vraiment dans ce genre de moment, quand on n'a pas trop de liquidités et qu'il y a tout qui corrige, il faut vraiment sélectionner qu'est-ce qui va être le plus intéressant. Parce qu'en fait, au final, si on essaie de rentrer sur un peu tout, mais avec très peu de liquidité, bon, c'est peut-être pas le mieux. C'est mieux parfois de regrouper, de faire en fait une sélection de sur quoi on a réellement envie de rentrer et du coup de poser là-dessus et de forcément abandonner d'autres. Enfin bref, voilà pour ça. Allez, je finis avec le commentaire du jour, sinon la vidéo va être trop longue. Antoine qui me dit encore une grosse vidéo, du gros taf de montage. Chapeau à toute l'équipe. Merci pour ton commentaire. Du coup, on va dédier le commentaire du jour pour les monteurs, pour les graphistes, parce que les gars, oubliez pas, mais les graphistes à chaque fois font des super miniatures. Le montage à chaque fois, c'est trop cool. Ils sont rapides et efficaces. Alors, en ce moment, il n'y a pas trop de vidéos et donc on vous sort moins de contenu, donc forcément, il y a moins de taf. Mais durant les périodes de rush, les gars, ça charbonne. Il y a toujours un monteur dispo, toujours un graphiste de disponible pour faire une miniature. Pareil au niveau des rédacteurs sur Twitter, voilà, que les tweets que je vous ai montrés là dans la vidéo, c'est franchement des super tweets que moi je pourrais faire, mais qui me prendraient beaucoup de temps et qui seraient sûrement moins détaillés, moins recherchés que ce qu'eux font. Et du coup, ça fait trop plaisir de pouvoir travailler avec des gens comme ça qui sont compétents et qui, du coup, apportent leur pierre à l'édifice pour présenter le meilleur contenu possible. Donc, voilà, on essaie de faire au mieux, même si c'est pas toujours parfait. Forcément aussi, quand on fait du contenu régulièrement pendant des années, pendant 5-6 ans comme ça, il y a forcément des moments où c'est mieux que d'autres aussi, ça, c'est le jeu. Comme d'habitude, sinon, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez passer en description, vous avez tous les liens pour tester le trading, tester l'investissement au niveau de Swissborg, au niveau de Bluffin, si vous voulez tester le trading. Vous pouvez aussi mettre un petit like, un petit commentaire et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite du pour aujourd'hui et moi je vous dis à plus. Ciao!